Salut à tous, c'est Bismart, on est de retour et on est de retour pour une heure diplomatique comme on le fait de temps en temps. En l'occurrence, là, il y a énormément de sujets. On va retrouver Frédéric Ancel et Laurence Daziano pour parler pendant une heure de petit tour du monde entre la Chine, la Russie, Israël, l'Afrique. Et puis on verra. Je ne vais pas préempter un sommaire dont on n'arrivera peut-être pas à aller jusqu'au bout. Donc allez, c'est parti, c'est Bismart. Donc Frédéric Ancel, salut Frédéric. Bonjour. Dont un nouveau bouquin alors arrive dans 3 semaines, Dans 3 semaines, Les voies de la puissance chez Odile Jacob. Et il s'agit de raconter quoi alors Frédéric ? Il s'agit de raconter le sous-titre, c'est-à-dire penser la géopolitique au XXIe siècle. L'État reste et restera plus puissant que les autres acteurs des relations internationales. Du moins, la nature de la puissance de l'État est, selon moi, plus considérable que la nature de la puissance des autres acteurs. Quels sont les autres acteurs des relations internationales que les multinationales au GAFA ou GAFA, d'accord, parce qu'on appelle à tort l'opinion publique, les grandes organisations humanitaires, les personnalités spirituelles ou du monde de l'économie ou de la politique, les clans, les tribus, les grandes familles, les villes, les métropoles très importantes. Je considère que à la fin des fins, l'État reste et restera le plus puissant. Ah, c'est super intéressant. Il y a un mot que j'adore, moi, ce mot de corporation, quand on parle justement des très grandes entreprises, au moment où Facebook a commencé à réfléchir à sa monnaie, etc. Enfin bref, tout ce qu'on voit, beaucoup de réflexions autour de la monnaie notamment, tout ce qui se passe autour du Bitcoin, etc. Donc c'est vrai qu'il y a une volonté permanente d'essayer d'échapper à l'emprise des États. Et tu crois qu'à la fin, c'était une phrase que j'aimais bien, ça, à la fin, c'est quand même ceux qui ont les porte-avions qui décident, quoi. Oui, c'est ça le sujet. Oui, voilà. C'est exactement ça. Ouais. Les porte-avions et les avions surtout qui se trouvent sur les porte-avions, ouais. dotés de bombes. Ah oui, ça, le hard power dominera de toute façon le soft power. Ça ne veut pas dire que le soft power n'est pas important, mais il ne fait qu'accompagner la montée en puissance. C'est un peu, quand on essaye de devenir plus puissant, notamment au détriment de petits camarades, on essaie de faire passer la pilule. Alors on avance du soft power, mais à la fin des fins, c'est exactement ce que tu dis. Ce sont les attributs de souveraineté traditionnels, au moins depuis les traités de Westphalie, de l'époque moderne, au XVIIe, qui domineront, me semble-t-il. J'ai même, quand on s'inquiète de la dette, j'en vois parfois à mes correspondants les Templiers. Ceux qui ont cru qu'ils allaient pouvoir s'opposer au roi de France, et on les voit sur le bûcher. Voilà, on les voit sur le bûcher, il y a un moment. 1314 s'en débarrasse. Ouais. Laurence Daziano, salut Laurence. Pas de bouquin, Laurence, pas de bouquin en gestation. Pas en gestation. Bon, écoute, il va falloir que ça vienne. Allez, on y va. Avec quoi on commence ? Tiens, alors je vais vous raconter pourquoi est-ce qu'on va commencer avec ça. Je ne vais pas citer mais il se trouve que j'ai eu la chance de réunir, j'en ai déjà parlé d'ailleurs sur Bismart, parce que c'était très très riche, un certain nombre de grands chefs d'entreprise, SBF 120, CAC 40, discussion très très libre. Le premier des sujets, je ne le dis pas pour vous faire plaisir, moi je pensais que ça allait être nouvelle forme de travail, c'est quand même de sacrés sujets pour les entreprises aujourd'hui, gestion des pénuries, etc. Premier sujet, alors les relations internationales, mais particulièrement la Chine et à un degré moindre la Russie. Je me tourne vers toi Laurence, leur idée est, forcément il va y avoir quelque chose autour de Taïwan. Et la seule réponse américaine va être une réponse économique par des sanctions, comparables peut-être à ce qui a été imposé à l'Iran. Et nos actifs en Chine vont être... on ne va plus pouvoir les opérer sous peine de sanctions américaines. Enfin, ce qu'on voit se passer aujourd'hui avec un certain nombre de hauts dignitaires russes, avec le Soudan, avec l'Iran, qui encore est sous un régime de sanctions américaines extraterritoriales. Bref. Comment est-ce que tu aurais répondu à cette interrogation de ces chefs d'entreprise ? Déjà, je leur aurais dit effectivement que Taïwan est un sujet. Taïwan est un sujet pour Xi Jinping parce qu'il n'a jamais fait mystère de son intention d'avoir sa grande Chine. Donc la grande Chine, c'est Taïwan y compris. Qu'on est dans une période de commémoration. L'année dernière, 2021, c'était le 100e anniversaire de la création du Parti communiste chinois. 2049, ce sera le 100e anniversaire de la République populaire de Chine. Donc on peut se dire que d'ici à 2049, il y aura une opération sur Taïwan. Alors quand est-ce qu'elle aura lieu ? Est-ce que c'est proche ou pas ? Et c'est sous quelle forme ? Ça reste encore à voir. Sur Taïwan,
rattacher Taïwan à la Chine, il y a plusieurs manières. On en parlera probablement sur la Russie avec l'idée de guerre hybride. C'est-à-dire que la guerre, elle n'est pas seulement avec les porte-avions, les militaires, même si in fine, malheureusement, je rejoins ce que disait Frédéric, parce que moi, j'aurais préféré que ce soit l'économie qui domine le monde et pas les États. Mais il y a plusieurs possibilités de faire la guerre contre Taïwan, avec une population taïwanaise qui est beaucoup plus jeune, qui a vu ce qui s'est passé à Hong Kong, donc n'a pas du tout envie d'être dans la grande Chine, alors que les aînés et ceux des générations qui avaient encore connu la partition en 1949, pour eux, c'était peut-être moins un problème. Mais là, on voit vraiment, sociologiquement, un découplement de la Chine. Donc, Taïwan, oui, c'est un sujet. Oui, il va se passer quelque chose. Alors, de là à ce qu'il y ait une invasion militaire, je suis moins sûre parce que le détroit est quand même grand. Ça se verra très vite. Ah oui, ça pour se voir, ça se verra. Oui. Non, mais c'est parce que du coup, c'est très grand. C'est quand même, c'est une île qui est un peu rochée, donc c'est très difficile. Oui, mais ça se verra. Mais Laurence, le sujet, c'est personne ne va bouger pour Taïwan. Personne ne bougera pour Taïwan militairement. Donc même si ça se voit, à la limite, c'est pas très grave. En réel politique. Alors, est-ce qu'on peut imaginer un scénario? Là, économiquement, il commence à y avoir un sujet pour Xi Jinping. Alors, il ne le fait pas. On a des tout derniers chiffres d'ailleurs qui sont tombés qui confirment. Et donc, c'est une espèce de sortie, comme on l'a vu dans l'histoire, sortie d'un dirigeant et d'un système un tout petit peu à bout de souffle qui fait une sortie nationaliste et militaire pour se redonner une légitimité. Il y a encore trop de dépendance entre la Chine et Taïwan, et notamment la Chine est encore très dépendante des semi-conducteurs. Donc, c'est les sanctions américaines qui ont déjà eu lieu ont quand même beaucoup affecté Huawei, qui est le champion chinois. Donc, la croissance chinoise est en train de baisser. La croissance chinoise, le peu qu'il y en a entre guillemets, parce que pour 2021 ils vont être à peu près sur du 4%, elle repose beaucoup sur les exportations, alors que justement dans le système que voulait instaurer Xi Jinping, qui était cette circulation duale, la croissance devait venir de l'intérieur, ce qui n'est pas du tout le cas, parce qu'avec en plus la crise sanitaire, c'est la Chine qui a exporté beaucoup. Enfin, l'excédent commercial chinois vis-à-vis des États-Unis, là j'ai plus le chiffre en tête, mais il n'a jamais été aussi les chiffres ont été publiés à la fin de la semaine dernière, voilà. Ils battent des records. Voilà, ils battent des records. Donc, la croissance chinoise ne se fait pas du tout dans le sens où voudrait que Xi Jinping la fasse. Et les sanctions américaines qu'il y a eu vis-à-vis de Huawei ont beaucoup affecté la Chine. Or, ces semi-conducteurs sont nécessaires à la Chine pour pouvoir avoir sa croissance. Donc, pour l'instant, la dépendance est encore grande. Et Taïwan elle-même, le tiers des exportations de Taïwan va quand même vers la Chine. Et je crois que c'est 20% des importations viennent de Chine aussi. Donc, il y a encore trop d'intérêts économiques pour risquer à court terme, mais à long terme, enfin 2049, je pense que l'affaire est pliée. Mais Xi Jinping le dit dans ses discours, il suffit de le lire, il le dit, donc l'affaire sera pliée à un moment ou à un autre. Maintenant, pour répondre aux chefs d'entreprise que vous avez eu sur la Chine et sur le fait que faire économiquement et ce qui se passe en Chine, et même au-delà de Taïwan, c'est-à-dire cette volonté de recentrer l'économie sur l'interne pour être moins dépendant de l'externe. On voit dans des campagnes contre des entreprises occidentale, notamment on l'a vu dans le domaine du luxe, contre Dolce & Gabbana, contre Dior. Et puis on l'a vu aussi dans la façon dont ils ont de travailler sur l'industrie automobile. Les grands constructeurs automobiles allemands, qui sont très dépendants du marché chinois, ont commencé à découpler la production entre le marché européen, américain et le marché chinois. Ça veut dire quoi, découpler la production ? Alors, découpler, ça veut dire que de plus en plus, il n'y a plus d'interaction entre les deux marchés, c'est-à-dire que tout est produit sur place, mais tout est produit sur place jusqu'au logiciel de gestion. C'est-à-dire que comme quand vous travaillez en Chine, vous êtes obligé d'avoir la cellule du parti et le représentant du parti qui peut aller jusqu'au conseil d'administration, c'est-à-dire avoir accès à tous les documents stratégiques de l'entreprise. Quand vous faites un cloud, vous êtes obligé de le mettre en Chine. Donc évidemment, il n'y a plus aucun secret parce qu'il est transparent pour le pouvoir. Donc les constructeurs automobiles allemands sont allés jusque-là, de manière à découpler, d'abord parce que ça permet de garder les secrets industriels
et de garder les secrets commerciaux pour tout ce qui concerne les marchés occidentaux. De découpler le cloud pour ne plus qu'il y ait accès à tout. Et surtout, le jour où il y aura des sanctions américaines contre la Chine, vous en parliez sur les sanctions extraterritoriales, et on sait combien, on pourrait y revenir, mais on sait combien l'Europe est faible pour répondre aux menaces de sanctions extraterritoriales des États-Unis. Pour répondre à ces sanctions extraterritoriales... À ce moment-là, tu peux laisser tourner l'entité toute seule. Voilà, l'entité, elle est toute seule parce qu'elle est sur son marché et qu'elle n'a plus accès au monde américain ou occidental. Ça va même jusqu'au système SWIFT, parce qu'une des grandes questions, une des grandes sanctions que les États-Unis peuvent imposer, ils l'ont fait pour l'Iran, c'est de couper le pays du système SWIFT. On est en train de se poser la question sur la Russie. Donc interopérabilité des paiements bancaires. Des paiements bancaires, pardon. On est en train de se poser la question pour la Russie, mais l'économie russe est tellement interconnectée avec nos entreprises, avec l'Europe, que ça devient très compliqué. Mais les Chinois veulent eux-mêmes se sortir du système SWIFT, puisqu'ils sont en train de monter leur propre monnaie virtuelle de la banque nationale chinoise, la banque centrale chinoise, de manière à être indépendants dans leurs paiements, dans leur approvisionnement et dans leurs paiements, dans leurs exportations de ce système SWIFT. Donc les Chinois sont en train de tout organiser pour ne plus être dépendants des États-Unis. Et c'est vraiment le monde qui est en train de se faire avec deux pôles différents. Technologiquement, comme je l'ai dit, ils sont encore en retrait, mais ils vont finir par y arriver, surtout si à terme, ils commencent à absorber Taïwan et TSMC, qui d'ailleurs commencent à construire des usines ailleurs qu'à Taïwan, puisque vous avez une usine qui est en construction aux États-Unis, parce qu'il y a des projets au Japon, en Corée du Nord, et j'ai même cru lire, mais peut-être que j'ai mal compris, avec l'Australie. Donc, on voit que tout est en train de se découpler. Ok, c'est très clair. Frédéric ? C'est très clair sur le plan économique, ça l'est absolument pas sur le plan stratégique et militaire. D'abord parce que le détroit de Taïwan, il est tout petit. Donc, excuse-moi, mais n'importe par rapport à la Manche, voilà. N'importe par rapport au Channel, en fait, c'est ça le truc. Moderne, non, ça, non, c'est juste en face. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Taïwan, c'est pas Hong Kong. Hong Kong, c'était intégré à la souveraineté de la Chine. Il y avait un statut d'autonomie à respecter, Pékin ne l'a pas respecté. Mais personne ne remettait en cause depuis 1997 la souveraineté de Hong Kong sur la Chine. Et par ailleurs, territorialement, on est bien évidemment déjà en Chine. Ce n'est pas vrai avec Taïwan. Ce n'est pas exact avec Taïwan. Taïwan est un État indépendant et qui est reconnu comme tel par les autres États. Troisième point, l'armée taïwanaise est parfaitement redoutable. L'armée taïwanaise est redoutable. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. La Chine, depuis les royaumes combattants faisant un peu de brodel les temps longs, mais les Chinois utilisent très rarement l'arme militaire lorsqu'ils veulent arriver à leur objectif. Ils l'ont déjà fait, entre parenthèses, en 1979, ça leur a coûté très cher face au Vietnam, et en 1969, ils ont perdu face aux Soviétiques. Donc, ils ne le font pas. Et je pense qu'ils ne vont pas s'amuser à renverser la table, qui est aujourd'hui une table extrêmement favorable avec un jeu qui leur permet bien sûr de monter en puissance pour toutes les raisons d'ailleurs que tu as très bien rappelées. Pourquoi ? Pour subir potentiellement une défaite militaire à Taïwan. Parce que, attendez, en face, il y a la 7e flotte américaine. Enfin, il ne faut pas plaisanter. On n'est pas là sur quelque chose qui relève des combats qui se situent à 5000 mètres d'altitude face à des pauvres soldats indiens qui sont sous-équipés. On a affaire aux États-Unis. Et moi, je pense que les États-Unis ne lâcheront pas Taïwan, parce que s'ils lâchent militairement Taïwan, ça signifie que leur crédibilité vis-à-vis du Japon, des Philippines, de l'Australie. Je vous rassure, je ne vais pas faire les 56 États militaires alliés des États-Unis sur 193 États au monde. Je vous en ai fait simplement 3, parce que je vous épargne, qui se trouvent dans la région et qui sont juste fondamentaux, notamment le Japon. Ce n'est pas possible. Alors là où tu as raison, c'est Xi Jinping dit de toute façon, en 2049, la Chine sera unifiée. Mais unifiée sur le plan sémantique, rhétorique, diplomatique, militaire. Il y a plein de possibilités autres, économique, autre que la possibilité stratégique et militaire à laquelle je ne crois mais absolument pas. C'est vrai que formidable. C'est vrai que les Chinois se lancent dans l'aventure militaire quand ils sont sûrs d'avoir déjà gagné la guerre, c'est-à-dire qu'ils ne le font pas. Oui, là, Et c'est vrai aussi qu'ils ont perdu contre les Vietnamiens en 1979 et que ça a laissé des traces, même si depuis l'armée chinoise a quand même été beaucoup transformée.
elle a été diminuée de moitié. Il y a quand même encore 1 million d'hommes, mais elle a quand même été divisée de moitié et elle s'est beaucoup modernisée. Elle s'est modernisée, mais on ne sait pas ce qu'ils valent, ces hommes, et on ne sait pas ce que valent ces matériels. Construire des bateaux, c'est très bien. Est-ce qu'ils savent parfaitement les utiliser et aussi bien que les Américains ? Je ne sais pas. Et personne n'en sait rien. Passons à l'autre bruit de botte, la Russie. Alors, tiens, Frédéric, c'est toi qui commences. Qu'est-ce qu'elle cherche à faire avec l'Ukraine ? C'est quoi cette histoire ? Donc là, on apprend d'ailleurs qu'il y a une cyberattaque massive sur l'administration ukrainienne. Bon, très très compliqué de savoir d'où elle vient. Quelle est la logique ? Quelle est la stratégie là ? Alors, dans un excellent atlas des frontières paru il y a quelques mois, j'ai oublié le nom de l'un des deux auteurs. L'un des deux, c'est Hugo Billard, et l'autre, j'ai oublié. Vous mettrez le nom à ma place. Nous traçons de très très jolies cartes de l'Europe orientale et de la Russie. Et j'invite tous les gens qui nous font l'amitié de nous écouter à prendre, comme toujours en géopolitique, évidemment, des cartes. Personne en Russie n'acceptera que l'Ukraine bascule dans l'OTAN. L'Ukraine dans l'OTAN, ça signifie une base militaire américaine à 900 km de Moscou. Alors moi je pense que même les gens que j'ai rencontrés, je n'ai jamais vécu en Russie, mais les gens que j'ai rencontrés, qu'on croise, qu'on lit, même ceux qui ne sont pas favorables à Poutine, même ceux qui ne sont pas nationalistes, et il y en a beaucoup en Russie, ne peuvent pas accepter ça, ce n'est pas possible. Donc ce que souhaite la Russie, c'est la finlandisation de l'Ukraine, c'est-à-dire que l'Ukraine, on l'a bien constaté depuis au moins 2014, ne veut plus faire partie d'un monde grand russe et ne veut pas revenir évidemment au sein d'une Russie. Elle a pour l'essentiel de mauvais souvenirs, en tout cas toute la partie centrale et occidentale en a de très mauvais souvenirs. Très bien, et je pense que Vladimir Poutine est assez intelligent pour comprendre qu'il ne peut pas l'annexer. En revanche, il refuse catégoriquement, il refusera et il mettra tout en œuvre pour faire en sorte que l'Ukraine ne bascule pas dans l'OTAN. Je pense qu'on serait bien inspirés, nous autres occidentaux, atlantistes ou pas, peu importe, on serait bien inspirés de comprendre cela et de ne pas suivre aveuglément une position polono-balte, donc polonais et celle des États baltes, qui nous pousse littéralement à un conflit avec la Russie. Je pense qu'il faut toujours considérer que Vladimir Poutine comprend très bien les rapports de force. C'est un lecteur dans le texte en allemand de Clausewitz, le grand stratège prussien du 19e. Il pense les rapports de force. Et à chaque fois, il accepte systématiquement les défis en termes de rapports de force. Il faut les accepter, mais certainement pas aller trop loin. Dans n'importe quel jeu bien compris, on ne peut pas pousser l'adversaire au-delà d'une ligne rouge qui le ferait sortir littéralement du jeu, qui le ferait sortir de la table. Et l'Ukraine, dans l'OTAN, ferait sortir littéralement la Russie du jeu. Elle ne l'acceptera pas et elle ira jusqu'à une guerre si on la pousse à cela. Et c'est la raison pour laquelle je suis très optimiste, parce que je pense que les Américains et la plupart des Européens, en tout cas en France, on en a conscience. Et regardez ce qui s'est passé, et j'en finis, ces derniers jours. Il y a eu un sommet OTAN-Russie, qui d'ailleurs, entre parenthèses, a bypassé l'Europe pour une raison très simple. Il n'y a pas d'Europe puissance, pas de bras, pas de chocolat. Voilà, très bien. Donc, puisqu'on ne veut pas incarner une puissance, donc on ne nous demande pas notre opinion. Et malheureusement, c'est encore le cas aujourd'hui, en dépit de la volonté que je tiens à saluer, très objectivement, du tandem Macron-Le Drian en France, rejoint d'ailleurs dans une certaine mesure maintenant par les Allemands, les Italiens, qui souhaitent l'émergence d'une Europe puissance. Parenthèse fermée, j'espère qu'un jour ça finira par se faire. Mais regardez ce sommet OTAN-Russie, on dit un peu partout que ça a été un échec. Attention, on n'a pas trouvé de solution, c'est vrai, mais on s'est parlé de manière, alors pour le coup, extrêmement franche, et de part et d'autre, on a établi de manière très très épurée en quelque sorte les lignes rouges. Pour l'instant, les Américains refusent de considérer que l'OTAN ne sera plus jamais ouverte à aucun autre pays. Après tout, si demain le Honduras souhaite rentrer dans l'OTAN, après tout, les Russes n'auront pas... Atlantique Nord, c'est compliqué quand même, le Honduras. Oui, enfin en même temps, c'est pas faux. Mais en même temps, comme aurait dit Emmanuel Macron, j'ai des problèmes avec ma carte si l'Ukraine... Mais d'accord, sauf que l'OTAN intervient, ça ne t'aura pas échappé ces dernières années, sur des théâtres d'opération qui n'ont rien à voir avec sa La Turquie est membre du traité de l'Atlantique Nord, donc il n'y a aucun problème. On est encore, c'est pas fait virer, rien que ça démontre. Et puis on intervient maintenant un peu partout dans le monde, y compris en mer Rouge, on n'a a priori rien à faire. Donc, mais cela dit, tu as raison. Mais n'importe quel autre pays souhaitant rentrer dans l'OTAN, les Russes n'auraient pas leur mot à dire. Mais de l'autre côté, les Russes nous ont indiqué de manière extraordinairement claire que de toute façon, l'Ukraine, évidemment la Biélorussie aussi, mais pour l'instant le problème est vraiment celui de l'Ukraine, n'entrerait pas. Bon, on s'est quitté là-dessus. Je dirais qu'au moins ça a eu lieu et que les choses sont claires. Ouais, voilà.
Ok, juste un mot, là aussi, de cette conversation. L'un de ces grands patrons vient d'ouvrir une filiale importante en Pologne. Première, et on lui a fait bien préciser, c'était bien la première réunion du conseil d'administration et c'était bien la première question. Oui, le plan de continuation d'activité au moment de l'invasion russe. Voilà ce que les Polonais voulaient sur le premier conseil d'administration et la première question, plan de continuation d'activité au moment de l'invasion russe. Et il s'est dit qu'il était un tout petit peu en décalage avec ce que ressentaient les Polonais. Laurence. Alors, je serais peut-être un peu plus mesurée et peut-être un peu moins optimiste que Frédéric, parce qu'il y a quand même beaucoup d'armes qui sont en train d'être concentrées sur une petite zone. Donc, au bout d'un moment, il peut y avoir une étincelle, même involontaire. C'est pas faux. Je partage totalement ce qu'a dit Frédéric sur le sentiment de Vladimir Poutine sur l'Ukraine. Conceptuellement, l'Ukraine ne peut pas être pour eux en dehors de l'espace russe. Donc ça peut pas aller à l'Occident. L'Ukraine ne peut pas être dans l'Union européenne. L'Ukraine ne peut pas être dans l'OTAN. C'est déjà assez mal passé quand c'était les pays baltes et la Pologne. Mais les pays baltes et la Pologne avaient une histoire qui était différente de la Russie. C'était des nations qui existaient. L'Ukraine, c'est un peu plus compliqué. Kiev, c'est le berceau de l'orthodoxie pour les Russes. Donc, voilà, donc le découplage est un peu plus différent. Et puis, du temps de l'Union soviétique, combien ont des parents qui sont l'un russe, l'autre ukrainien, et puis ça changeait rien. Je pense qu'il faut prendre en compte les sensibilités de chacun. Donc, pour les Russes, effectivement, on ne peut pas... l'Ukraine, c'est quelque chose d'intouchable. Les Polonais, les Baltes ont vécu durement tout ce qui a été occupation soviétique ou russe tout au long de l'histoire, puisque la Pologne, c'est quand même cette grande plaine, il n'y a pas de frontières, donc ils ont été envahis, les Allemands, les Autrichiens, les Russes, les Soviétiques. Donc, c'est normal aussi que leur sensibilité soit là, et pour autant, comme le dit Frédéric, ça ne doit pas être le seul vecteur ou le seul marqueur de la position européenne. Ils sont dans l'Union quand même. Enfin, là-dessus, moi j'ai un problème sur ce que tu as dit, puisque tu en parles, juste me permets, mais ils sont membres de l'Union européenne. On ne peut pas d'un côté regretter qu'on ne soit en rien une puissance et d'un autre côté ne pas être... On peut en tenir compte, mais ça ne doit pas non plus être le seul... Enfin, il faut... en anglais, on dirait mitigate leurs opinions, c'est-à-dire qu'il faut un petit... Eux, ils réagissent de manière vraiment... Épidermique. Il faut mettre un petit peu de raison. La ligne de crête est très étroite parce que eux, ils savent ce que c'est qu'une invasion soviétique, oui, et la preuve, et visiblement, ils en ont peur. Ils y pensent toujours. Je pense, comme Frédéric, c'est un jeu. La guerre, elle est hybride. Et si la guerre avec les bots n'a pas commencé, on voit bien que la guerre psychologique, la guerre cyber, la guerre... on fait des petites provocations pour voir comment ça va réagir. Vous avez ce week-end, il y a eu de grandes manœuvres navales russes dans la mer du Nord. Les Suédois ont remis des troupes dans l'île de Gotland, qui est, puisqu'on parlait des cartes, qui est une espèce de porte-avions avancé vis-à-vis de la Russie. C'est une île qu'ils avaient totalement démilitarisée entre à peu près 2008-2016. En 2017, ils ont refait un grand exercice avec les Américains sur l'île de Gotland. À la demande des Baltes d'ailleurs, qui disaient mais surtout n'abandonnez pas cette île parce qu'elle est importante vis-à-vis de la Russie. Mais donc ça veut dire que vous êtes d'accord quand même sur l'idée que l'annexion s'arrête à la Crimée. Donc il a pris la Crimée, il la rendra jamais, il a fait le pont, etc. C'est fini. Peut-être un petit peu du Donbass, donc de l'extrémité orientale de l'Ukraine où il y a énormément de Russes, mais on s'arrête là, quoi. Mais même, en voulant, moi je pense toujours que Poutine est un acteur faible. Je l'ai déjà dit. Oui, mais ça, tu es constante là-dessus. En allant sur l'Ukraine, à rebours, Poutine a créé quelque chose qui n'existait pas avant, qui est un sentiment nationaliste ukrainien très fort. Et même dans le Donbass, où il est avec des proxys, et même s'il y a une majorité russe, il n'a pas réussi son annexion totalement. C'est-à-dire que ça se bat toujours. Alors, c'est des lignes de front, on a l'impression d'être 14-18 parce qu'ils sont dans des tranchées. Mais il a réveillé cette espèce, ce nationalisme ukrainien qui n'existait pas avant, avec maintenant des Ukrainiens qui
sont notamment des jeunes qui sont prêts à se battre. Ce qu'il n'y avait pas avant. Donc, ce qu'il fait vient un petit peu à rebours. Sur la Crimée, on pourrait en parler pendant des heures parce qu'entre l'histoire, le fait qu'il soit allé contre le droit international des frontières à un moment donné, mais qui ne correspondait pas à l'histoire et tel qu'il le ressentait, ça on pourrait en parler longuement. La Crimée, le dossier est refermé. Enfin, la Crimée, je pense que le dossier est refermé, mais sur l'Ukraine, je pense que il y avait des bruits de bottes. Alors comment est-ce que ça va se matérialiser, mais le fait que les armées, l'armée russe, les 100 000 hommes dont les Américains nous disent qu'ils sont massés à la frontière, est-ce qu'ils pourraient aller jusqu'au Dniepr de manière à faire une continuité territoriale avec l'Ukraine? Kiev est quand même tout en haut du Dniepr, donc c'est quand même un petit peu, avoir des armées russes juste à la frontière, pratiquement à la capitale, ça pose aussi une question. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de petites provocations pour que les Russes disent après non mais on intervient, mais en fait c'est pour nous défendre? Ok, donc ça reste un point d'interrogation, Frédéric? Non, mais pardon, mais sur le plan militaire, il n'y a aucun intérêt pour la Russie d'entrer en Ukraine. L'important, c'est que l'Ukraine ne bascule pas dans l'OTAN. Pour le reste, ça coûte extrêmement cher d'occuper un pays de 55 millions d'habitants. C'est toujours cette dérive nationaliste, voilà. Pas, de toute façon, ça c'est certain. D'accord. Il y a par ailleurs effectivement aujourd'hui la montée d'un nationalisme qui est multiple, parce qu'en fait, si les Polonais s'intéressent autant à l'Ukraine, c'est quand même peut-être aussi, mais c'est un point, bien sûr, c'est une hypothèse, mais bien évidemment que je me permets de vous soumettre amicalement. Je rappelle simplement le nord-ouest de l'Ukraine est polonophone, uniate, donc catholique, et c'était à la Pologne, ça appartenait à la Pologne avant 1939. Ouais. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Donc si vous voulez, donc le côté annexionniste de Poutine, je veux bien. Enfin, les Polonais là-dedans, moi je comprends très bien le ressenti. Mais après, lorsque le ressenti est instrumentalisé par un pouvoir ultra-conservateur, c'est beaucoup plus gênant. Et c'est vrai aussi pour les 3 États baltes. Maintenant, concernant la Crimée, le dossier est terminé, c'est fini. Mais ça, il nous le dit. Poutine, il nous le dit. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le fameux pont, construit à grand renfort d'argent qu'il n'a pas en principe, là, il l'avait, cet argent pour construire ce pont, des drapeaux, foisonnement absolument partout, et l'armée russe est officiellement en Crimée. De toute façon, c'est le seul port d'attache, depuis d'ailleurs pratiquement le XVIIIe siècle, pour l'escadre vers les mers chaudes. En revanche, dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine, il nous dit quelque chose, je crois, Vladimir Poutine. Il n'y a que des hommes verts. Alors, on n'est pas complètement idiot. On sait très bien que c'est des soldats russes, des miliciens russes. Oui, mais ils ne l'assument pas. C'est intéressant. Ça veut dire que là, on peut négocier encore. Il y a des choses à négocier sur l'Ukraine. Personne n'y va. Mais vous n'y allez pas non plus. Sur la Crimée, ça c'est... Et bien évidemment, le dossier est fermé. Et il n'y a aucune leçon à tirer de ce qui s'est passé au Kazakhstan? Intervention très années 60, quoi. Enfin, vraiment. Là, c'est exactement ce que disait ma camarade. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il y a une. C'est la sphère d'influence, taisez-vous. Voilà. C'est l'étranger proche. Mais c'est quand même pas nouveau du tout. Ça avait commencé avec la Géorgie en 2008, quand même. Avec la Géorgie, Poutine n'est pas plaisanté. Kazakhstan, là, ils y sont allés, fin côte poste. Si, l'Ossétie du Sud. Je me permets de rappeler que l'Ossétie du Sud a été littéralement détachée de la Géorgie et que l'Abkhazie était détachée de la Géorgie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez, et que des passeports russes ont été complaisément donnés à tous ceux qui, plus ou moins russophones, voulaient bien devenir ossètes. La Géorgie savait. L'Ossétie qui est évidemment pardon, je sais pas, il se trouve que... Il est allé encore beaucoup plus fort. J'y suis allé, moi, en Ossétie du Sud, mais c'était il y a 20 ans, c'était déjà... c'était géorgien. Il y a 20 ans, c'était... Oui, c'était géorgien. Ossétie du Nord, Ossétie du Sud. Dans le Nord, c'est des champs de mines pour passer de l'un à l'autre. Le Nord, c'est Fédération de Russie, ça a toujours été. Mais l'Ossétie du Sud, aujourd'hui, est un État indépendant, reconnu par qui? Par Moscou, voilà. Et c'est quand même une province géorgienne. Sphère d'influence, taisez-vous. Souvenez-vous aussi du Kyrgyzstan, souvenez-vous de ces fameuses révolutions orange, souvenons-nous aussi de la Moldavie, sur laquelle se trouve toujours une armée russe, et souvenons-nous, et c'est beaucoup plus frais dans nos mémoires, de la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan en septembre, octobre et début novembre 2020, qui a été littéralement réglée. Et donc ça veut dire que parce que j'ai appris ça, moi je dois dire, au DKB, là, donc cette espèce d'OTAN soviétique, donc Russie, Kazakhstan, Kirghizie, enfin on dit Kyrgyzstan maintenant, Biélorussie, Arménie, Tadjikistan, voilà, ça c'est à moi, vous y touchez pas, et tout le monde est d'accord avec ça, Laurence? Alors, moi rapidement, parce qu'il faut qu'on fasse la pause. Si on regarde la situation encore un petit peu plus, moi je dirais qu'il y a le feu tout autour de la Fédération de Russie, parce qu'on a cité, il y a le Kazakhstan, il y a eu l'Arménie et puis l'Azerbaïdjan.
l'Azerbaïdjan, il y a quand même il y a le Donbass avec l'Ukraine, et puis quand on remonte, il y avait quand même aussi la Biélorussie, où il a fallu que les Russes interviennent pour que Loukachenko garde son pouvoir. Donc, encore une fois, pour moi, c'est une preuve de faiblesse. Et ça, c'est la faiblesse extérieure, et on parlera peut-être après la pause de la faiblesse intérieure de la Russie, parce qu'en termes d'économie, en termes de population, c'est une population qui décroît, la Russie aujourd'hui. Hein. Donc, pour moi, ce sont les signes d'une manifestation extérieure de force, mais qui est en fait une traduction de faiblesse interne. Dans un instant. On repart. Alors, on va s'arrêter sur la Russie, Laurent. Je suis désolé, mais il y a tellement de choses à raconter. Quoique, j'ai envie de parler un peu d'Afrique. Et alors, cette milice russe Wagner, je dois t'avouer que, comment ça marche, d'où ça vient. Tout le monde nous dit, je lis les journaux, on me dit, ce sont les bataillons russes, en fait, qui ne disent pas leur nom, sous donc l'aspect d'une milice privée. Frédéric, ça marche comment? C'est quoi Wagner? Mais alors justement, ça ne dit pas son nom, mais c'est très intéressant. On est en pleine transition avec ce que disait Laurence. Moi, j'appelle ça, la Russie, c'est une grande puissance pauvre. Et de plus en plus pauvre, et tu le disais à juste titre, de plus en plus dépeuplé, avec un PIB qui équivaut à celui de l'Espagne, je crois, et puis ça s'arrange pas. Et une puissance en plus dont l'économie est rentière, avec du gaz naturel, du pétrole surtout, et pour l'essentiel, et puis des armes. Et puis rien d'autre. Voilà, tout ça n'est pas très puissant. Donc effectivement, c'est une grande puissance pauvre, et sans doute de plus en plus pauvre. Et du coup, Vladimir Poutine joue sur des leviers qui ne sont pas coûteux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un levier peu coûteux, en réalité, à la fois sur le plan économique, bien sûr, même sur le plan diplomatique? C'est, par exemple, une milice. Donc, vous ne l'assumez pas, mais vous considérez qu'après tout, vous avez très bien le droit de l'utiliser. Puis, d'ailleurs, est-ce que les Turcs ne le font pas? Et puis, finalement, dit M. Poutine, est-ce que les Américains n'utilisent pas, ici et là, lorsqu'ils vont en Irak de temps à autre, d'autres petites puissances pour faire un peu... C'est vrai. Mais autour de l'armée américaine, en l'occurrence. Ils l'ont fait autour de l'armée américaine. C'est vrai. Et là, en l'occurrence, il établit des leviers qui vont gêner des puissances qui pourraient à leur tour, et qui l'ont d'ailleurs déjà gêné, par exemple sur la Crimée. Alors prenez le cas de la Libye. L'Italie et la France ont des intérêts importants en Libye, d'ailleurs le Royaume-Uni aussi. Eh bien on envoie ces mercenaires là-bas pour intervenir et pour faire un petit peu pour être le faiseur de roi, de roitelet local, et potentiellement pour gêner considérablement l'approvisionnement, par exemple en gaz naturel libyen, c'est quand même 2% des réserves de gaz naturel au monde et 2% des réserves de pétrole, vers l'Europe par exemple. Je résume, si on embête vraiment trop M. Poutine sur tel point qui lui est extrêmement important, ou sur telle ligne rouge dans son étranger proche, qui vous dit qu'il ne va pas, par une espèce de, je n'ai pas de mots, de meilleur mot que celui de levier extérieur peu coûteux, nous gêner en Libye. Mais mieux que ça, pardon, je le dis d'un mot, la Centrafrique. Pour la Centrafrique, à peu près tout le monde se fiche de la Centrafrique. Mais oui, mais c'est pauvre du monde. J'allais te parler du Mali, moi. Alors, il y a aussi le Mali. Mais sauf que la base de Bangui, elle est très importante pour la France. La plupart des opérations militaires françaises dans le monde depuis 1960, il y en a eu des dizaines, se sont développées sur le continent africain, pour l'essentiel en Afrique subsaharienne francophone. Et en général, on utilise cette base où on a des avions prépositionnés, des hommes prépositionnés, pour aller rayonner sur toute l'Afrique. Qui vous dit que demain, des miliciens de Wagner ne tenteront pas une opération sur la base, contre la base française en Afrique, si par ailleurs M. Poutine considère que la France a maintenu une position beaucoup trop difficile, beaucoup trop rigide sur ses propres lignes rouges, ailleurs, là où ça l'intéresse vraiment, dans l'étranger proche. Et il va le faire bientôt au Soudan. Mais et il le fait dans d'autres États. Il n'y a même pas de base. Et qu'est-ce qu'il a à gagner au Mali? Il va se frotter en plus aux djihadistes. Il y a plus de 5000 soldats français. Il va vraiment s'y frotter? Moi, j'ai le souvenir qu'en Syrie, l'armée russe ne s'est jamais frottée aux djihadistes. Quant au bombardement des Sukhoi, oui. D'abord, entre parenthèses, ils envoyaient effectivement les gens du Hezbollah et les Iraniens le faire. Et puis, les soldats, les fantassins syriens le faire eux-mêmes. Mais c'est pas tout. Est-ce que réellement le tandem Poutine-Assad a lutté sérieusement contre Daesh, ou a lutté davantage contre ceux qui menaçaient peut-être plus encore Assad, c'est-à-dire les modérés? Je ne jurerai pas. Qu'il y ait des djihadistes au Mali, certes, pour l'instant, ce que je vois, c'est qu'il y a surtout plus de 5000 soldats français. Et là, il y a comment dirais-je, un enjeu. On ne peut pas sérieusement penser que Wagner, à un moment, va affronter les soldats français. Les soldats français directement, non, mais c'est pas ce que j'ai dit. Vous savez, des incendies, ça arrive. Ça arrive un peu partout.
Sans déconner. Et ça, ce sont des leviers ça peut être des trucs qui ne sont pas coûteux du tout. Et non seulement vous avez ces leviers-là, alors très très concrets, militaires, sécuritaires, mais vous avez aussi, ce que disait tout à l'heure Laurent, je crois que tu as employé le mot, la cyber. Autant les Russes, avec la chute de l'URSS, ont perdu beaucoup qualitativement sur le plan militaire, je pense notamment aux navires de surface, peut-être même dans une certaine mesure aux blindés, autant sur le plan cyber, ils ont un pôle d'ingénierie extrêmement puissant. D'ailleurs, on n'arrête pas de s'en plaindre en Occident et un petit peu partout ailleurs. Eh bien, les Russes nous disent qu'ils sont capables, à assez peu de frais en réalité, de nous causer des dégâts importants en Occident et ailleurs, si on les gêne décidément trop sur leur étranger proche. Mais ils le font d'ailleurs, enfin, les guerres cyber, ou en tout cas l'influence sur les réseaux sociaux, ils le font en Afrique pour dire qu'on est la méchante puissance coloniale et qu'il faut se débarrasser des Français, que c'est mieux d'avoir les Russes. Et puis, ce dont on n'a pas parlé, c'est la façon dont aussi se finance Wagner. C'est que Wagner vient aussi avec des géologues, avec des économistes, et puis ils regardent quels sont les sous-sols du pays, et ils disent au pays, on va assurer votre sécurité mieux que les Français, parce que nous, on ne va pas se mêler de vos affaires. Nous, on ne fait pas de politique. On ne vous fera pas de leçons. C'est de la spoliation pure et simple. On vous fera pas de leçons sur les droits de l'homme. En revanche, on va se payer directement parce que notre géologue, il a vu que là, il y avait une mine, machin, et puis on va s'y mettre, et voilà. Mais c'est dingue, parce que ce que tu décris là, Laurence, enfin, Frédéric, je me trompe pas, tu te passionnes pour l'Afrique depuis de très nombreuses années. Ce que tu décris là, mais c'est le retour d'une structure purement coloniale. Enfin, c'est le 19e siècle. Enfin, c'est ahurissant. C'est le colonial sans les colons. Ou alors c'est le colonial à la britannique ou à la néerlandaise. C'est ça, c'est le début de la colonisation. C'est je débarque pour... Pour moi, ça ressemble furieusement à une forme de spoliation à grande échelle. Voilà. Ce que les Chinois font de manière absolument redoutable. Mais attention, parce que nous, on va vous dire, et à juste titre, que tel chef d'État a signé un contrat en bonne et due forme avec telles entreprises chinoises. Mais ce chef d'État, il est élu par qui ? Et qu'est-ce qu'il représente dans cet État ? Et voilà, et on retombe toujours sur l'un des fléaux terribles en Afrique subsaharienne, et dans une moindre mesure en Afrique du Nord, le clanisme, le tribalisme. Et ça, du coup, malheureusement, le sens de l'intérêt collectif, je veux dire que... Alors, ça ne se passe pas qu'en Afrique, c'est vrai aussi, regardez ce qui se passe au Brésil. Mais enfin, l'Afrique aujourd'hui, l'une des plaies les plus importantes de l'Afrique sur laquelle, à mon avis, les géopolitologues passent trop rapidement, c'est ça, c'est le clanisme, le tribalisme, qui empêche en réalité les populations, ou la plus grande partie, en tout cas des populations, de voir très concrètement, de pouvoir bénéficier très concrètement de ce qu'apportent des contrats signés par quelqu'un qui est à la tête de l'État ou à la tête d'une région plus ou moins fédérale comme au Nigeria ou à la tête d'une ville, a contracté directement, mais pour lui, pour les siens. Alors les siens, c'est sa famille, c'est son clan, c'est son ethnie, c'est sa groupe confessionnel, c'est sa religion, son groupe linguistique, etc., etc. Et ça, c'est une plaie terrible pour l'Afrique. Et ça n'évolue pas. Ça a évolué dans les années 50, 60, 70 dans une certaine mesure avec la décolonisation. Pourquoi ? Parce que la notion de nation a été importée de France et d'Allemagne. Et ça a explosé. Ça a littéralement explosé dans le monde arabe avec le printemps arabe, ça c'est une certitude. Et ça continue d'ailleurs. Mais aujourd'hui, malheureusement, en Afrique, je dis bien malheureusement, j'assume ce que je dis, en Afrique subsaharienne aujourd'hui, la notion d'État-nation, alors dans l'idéal évidemment, dans un cas démocratique, mais en tout cas la notion d'État et de sens de l'intérêt collectif qui en principe, je dis bien en principe, va bien avec, c'est considérablement affaibli ces dernières années. Laurence, un mot là-dessus un mot là-dessus, mais pour reprendre l'exemple que je reprends souvent, moi, parmi les pays émergents africains, il y en a un que je suis beaucoup, qui est l'Éthiopie. Et avec ce mouvement que dont vient de parler Frédéric, qui était de créer un État, un intérêt général, de manière à faire une prospérité économique qui bénéficie à tous, qu'a essayé de faire dans les années 90 un Premier ministre qui s'appelait Museveni. Et on voit aujourd'hui, avec Abiy Ahmed, le fait que ça a complètement explosé, que la guerre civile qui ne dit pas son nom, elle se fait entre clans différents, parce que vous avez un petit clan qui était les Tigréens, qui ont eu le pouvoir pendant longtemps, qui en ont été exclus par je crois que c'est les Amara, je crois qu'il est, c'est les Amara ou Oromo, Abiy Ahmed, qui était un autre grand clan, mais qui a pris le pouvoir. Et finalement, on en revient à ça. Ouais, non, mais c'est ça. Et l'Éthiopie, qui était un État, qui a fait aussi son émergence avec la Chine, donc qui est fortement endetté vis-à-vis de la Chine. Là, on revient dans le travers dont on vient de parler, mais où il y avait quand même une croissance de plus de 10% par an, et qui a quand même, c'est un pays qui a évolué, qui était plein d'espoir pour tout ce qu'on pouvait penser de l'émergence africaine, et qui là
par ces questions-là est en train de retomber, enfin le souffle est en train de retomber, hormis évidemment ensuite les questions d'endettement non remboursables vis-à-vis de la Chine. Et bien sûr, attention à ce thème, ce terme, ce mot souvent valise, ce mot trop galvaudé ou pas assez étudié, ou ce prisme déformant de croissance. Parce que la croissance, tu as tout à fait raison, l'Éthiopie était vraiment l'un des dragons. On parlait de l'Éthiopie, de l'Afrique du Sud, un peu moins maintenant, du Nigeria. Bon. Mais surtout l'Éthiopie, et dans une certaine mesure du Kenya. Parce qu'il y a un pôle d'ingénierie extraordinaire en Éthiopie, etc. Bon, il y a beaucoup de... Mais cette croissance, d'abord, elle ne profitait pas à tout le monde. Alors, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, mais là, du coup, c'est ferment de révolte. On en revient toujours à ça. L'État en soi, il affiche 10% de croissance, c'est formidable. Mais enfin, est-ce que... Et d'une part, et d'autre part, sur quoi était fondée cette croissance? Est-ce qu'il y avait suffisamment de services, de high-tech, ou est-ce qu'on était encore, quand même, pour l'essentiel, sur des mines, de l'agriculture et sur des secteurs qui profitent, en fait, surtout, finalement, aux bailleurs de fonds chinois, quoi. Bon. Et là, c'était plus compliqué. Quand on fouillait, quand on grattait un petit peu, c'était quand même un petit... Enfin, il y avait de quoi être, me semble-t-il, un petit peu plus circonspect sur l'Éthiopie. Vu de loin, mais juste un mot, et puis alors vu de loin, et je l'assume vraiment, quand même le sentiment que du côté de l'Afrique de l'Est, du côté du Kenya que tu as cité, du côté du Rwanda, etc., il se passe des choses là quand même, qu'il y a un pouvoir à peu près solide, qu'il y a en tout cas une économie qui se structure. Non, c'est... oui, quand même. Non, mais ça, le Rwanda, c'est le dragon d'aujourd'hui. C'est ça, voilà. C'est le modèle. Il est tout petit, voilà, c'est le modèle. C'est le modèle. Et de fait, le modèle du président Paul Kagame, c'est Singapour. Bon, là, et il l'assume totalement. Bon, ça, les choses sont claires là-dessus. Mais alors, le Kenya, oui, et regardez malheureusement ce qui se passe au nord du Kenya, avec la pénétration des islamistes, des jebels, donc les jeunes, enfin, en arabe. Et là, alors bon, on a quand même l'ouverture sur Mombasa, on a l'ouverture sur l'océan Indien avec des investissements qui ne sont plus seulement chinois, qui sont indiens aussi, et je reste assez optimiste sur l'Afrique de l'Est, mais enfin, assez optimiste dans la mesure où on arrive à la tête de ces États à dépasser, encore une fois, et c'est pas toujours le cas, c'est le moins qu'on puisse dire, ce que j'appelle le clanisme, de manière générale. Turquie-Tunisie, je les mets ensemble, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc, Laurence, tu as écrit dans Les Échos un point de vue sur la Turquie. L'intégration de son économie au marché européen devrait être renforcée. Vendre des Rafales à la Turquie permettrait de renforcer le pilier européen de l'OTAN, alors que les Américains rechignent à aider les Turcs à moderniser leur flotte de F-16. Les hommes politiques passent, dis-tu, les peuples et la géographie restent. Et en fait, en te lisant, mais c'est toute l'ambiguïté de la Turquie, c'est-à-dire, est-ce que la Turquie, c'est la Turquie kémaliste, comme tu as l'air de le croire ? Ou est-ce que c'est la Turquie, alors eux ils disent touranienne, la Turquie du Grand Est, la Turquie des loups gris, la Turquie des Hittites, comme Recep Tayyip Erdogan le dit aujourd'hui. C'est pas, tu vois, c'est pas si clair quand même. Ah non, mais c'est les deux. Les peuples restent, mais je ne sais, le peuple turc se cherche. Se cherche, mais il est les deux à la fois. Donc l'intégration économique est à mon avis le moyen d'arrimer vraiment la Turquie, parce que bon, la Turquie c'est quand même un marché important, c'est un marché important pour nous, on a un marché important pour eux. 100 millions de personnes. Voilà, il y a 85 millions de personnes, il y en a à peu près 20 millions dans la seule ville d'Istanbul et de sa banlieue, qui est quand même le poumon économique de grande jeunesse. Avec une population qui est très jeune. Très haut niveau d'éducation. Voilà, donc très entreprenante, alors on n'en parle pas, mais il y a des très grands groupes turcs qui sont implantés en Turquie, en Afrique, comme un groupe comme Koç, par exemple, qui est un groupe énorme. Donc, la Turquie, je pense que c'est comme ce dont on a parlé tout à l'heure, on peut faire le deuil de la Turquie comme membre de l'Union européenne. Néanmoins, économiquement, on a un traité... On a une union douanière avec la Turquie qui a été signée il y a pratiquement, il y a 20 ou 25 ans, 96, qu'il faudrait renouveler et il faudrait... Non, mais là tu dis il faut leur vendre des Rafales, là tu dis il faut une alliance militaire, là tu vas loin, tu parles des drones, non mais etc. Ils sont déjà dans l'OTAN, il y a enfin, ils sont dans l'OTAN, ils font un grand écart. Ils sont déjà dans l'OTAN, ils maîtrisent une technique que nous ne maîtrisons pas aussi bien qu'eux, qu'est les drones, et d'ailleurs pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, ils vendent aussi des drones aux Ukrainiens, ce qui énerve beaucoup les Russes, parce que les drones russes, les drones turcs, on a vu ce que ça donnait dans la guerre entre les Arméniens et les Azéris. C'est quand même ça qui a aussi aidé les Azéris à bien viser les Arméniens. Donc la Turquie, elle est multiple. La Turquie, elle restera ce qu'elle est, et tu as raison, elle est multiple. Néanmoins, on peut faire plus économiquement
dans nos liens avec la Turquie, il y a un moyen, enfin, les Turcs sont en train de s'appauvrir avec Erdogan. Du coup, Erdogan qui, pour cacher sa misère intérieure, va à l'extérieur. Et ben, c'est aussi un moyen alors peut-être que je suis naïve, mais quand vous êtes bien chez vous, vous avez un emploi et que tout va bien, vous êtes quand même moins tenté par les aventures extérieures. Et on a des choses à faire dans ce traité d'union, cette union douanière. On ne parle plus de mondialisation, on n'y parle pas de cyber, on n'y parle pas de développement durable. Et il y a beaucoup de choses à faire pour les entreprises françaises. On a beaucoup d'entreprises françaises qui sont aussi en Turquie. C'est aussi pour nous un relais de croissance. Au moment où notre commerce extérieur s'effondre, on a aussi des choses à faire en Turquie. Frédéric ? Non, moi, sur le plan économique et commercial, je te rejoins totalement. Après, la politique d'Erdogan, et tu as raison d'ailleurs de dire qu'elle n'est pas nécessairement suivie par la population, parce que les aventures extérieures que tu évoques à juste titre, ce qui est extraordinaire, c'est que alors, les sondages, on peut dire ce qu'on veut du pouvoir turc, il est de plus en plus autoritaire, les choses sont claires, mais les sondages, ils sont autorisés. Et les enquêtes d'opinion en Turquie, les unes après les autres, indiquent qu'une majorité de Turcs sont défavorables à l'envoi de mercenaires, donc même pas seulement des soldats turcs, mais des mercenaires, notamment en Libye, ce qui est extraordinaire. Donc au niveau de conscience, quand même. Et la population, notamment à Istanbul et Ankara, elle n'a pas voté pour l'AKP aux dernières élections municipales, ce qui a rendu littéralement hystérique M. Erdogan. Donc effectivement, il faut découpler les deux, je suis d'accord. Néanmoins, le problème aujourd'hui, c'est qu'on a affaire, peut-être même davantage à un grand écart, de la part de M. Erdogan sur le plan politique et militaire. Et militaire. C'est-à-dire que l'an dernier, lorsqu'il n'y avait pas de pilote dans l'avion OTAN, et peut-être même pas de pilote d'ailleurs aux États-Unis, donc à l'époque de Trump, c'est le président français, enfin le président de la seule grande puissance, on va dire, ou grande moyenne puissance européenne qui restait avec le Brexit, c'est-à-dire la France, donc Emmanuel Macron, qui a dépêché. Alors pour le coup des Rafales dans la région, mais pas en Turquie, en Grèce. Voilà, en face. Pourquoi ? Pour défendre les Grecs. Ouais. Et on a dépêché aussi un navire de guerre qui a d'ailleurs, à mon avis, contribué très 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 directement à convaincre M. Erdogan de rappeler ces deux propres navires de guerre qui escortaient un bateau qui prospectait donc du gaz naturel. On va revenir sur le gaz, absolument. Voilà, c'est ça. Et depuis, la France a signé un traité d'alliance militaire avec la Grèce. Alors, ce qui est intéressant... Mais ce qui me paraît, moi, parfaitement légitime. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est effectivement allié à la Turquie dans le cadre de l'OTAN. Maintenant, l'OTAN est fondamentalement dirigée par les États-Unis. Enfin, là, les choses sont claires. Pour les Américains, et personnellement, je le regrette, au fond, quel que soit le comportement de la Turquie, pour l'instant, on passe dessus parce que M. Biden veut un outil avec une rangée de soldats sans qu'aucune tête ne dépasse, et un OTAN extrêmement puissant face à la Russie et à la Chine. Très bien. Donc du coup, on ne va pas engueuler la Turquie. Et au fond, c'est Paris qui l'a fait. Et aujourd'hui, on est allié avec la Turquie, mais on est doublement allié avec la Grèce. C'est-à-dire que la Grèce est aussi dans l'OTAN, mais en plus de ça, on a doublé cette alliance d'un accord, un traité bilatéral. Donc, je dirais que sur le plan, en tout cas politique et stratégique, ce qui est sûr, c'est qu'on n'y va pas pour l'instant. Mais la Turquie dans l'OTAN, c'est un héritage d'une période révolue. C'est un héritage de la guerre froide, c'est la base d'Incirlik qui était nécessaire pour le flanc sud de l'OTAN, justement, le fameux flanc sud de l'OTAN. C'était une Turquie qui était dirigée par l'armée assez régulièrement, et en tout cas par des pouvoirs très laïques, très kémalistes, etc. C'est fini, Laurent. Ça fait 15 ans que c'est fini. Non, mais ce qu'il faut voir, la façon dont je l'ai écrit, c'était aussi pour préparer l'après-Erdogan. Citer Orhan Pamuk, c'était aussi la vision de comment est-ce qu'on va préparer l'après-Erdogan, parce que pour le coup, vu ce qui s'est passé aux élections présidentielles, on peut y penser. Donc c'est plutôt dans cette perspective-là. Et puis le flanc sud de l'OTAN, moi je pense qu'on en a encore besoin quand on voit comment ça s'agite dans l'ex-URSS. Et en Tunisie, gaullisme, alors question brutale, parce que le temps tombe très très vite avec vous, gaullisme ou dérive autocratique ? Alors ça, c'est une... Alors, je dirais que c'est un petit peu les deux en ce moment, c'est-à-dire gaullisme au sens où il y a l'appropriation, j'allais dire, ou la réappropriation de l'intérêt supérieur de l'État. Et ça, c'est pas négligeable. Depuis, période 58-62, tu vois. Ça ressemble à ça. Non pas que la 4th République n'ait pas été honorable, mais enfin là, évidemment, on est dans une crise institutionnelle et politique avec l'Algérie très importante. Donc ça, et pour cela, il y a ce gaullisme avec ou sans guillemets s'accompagne d'une dérive autoritaire. Attention, est-ce que c'est une
dérivé d'un autoritarisme, certes. Maintenant, si il est limité dans l'espace, dans le temps, et s'il est limité par le législateur, a priori, c'est légitime. Il n'est pas sûr que ce soit aussi limité que ça. Donc ça, c'est un point important. Deuxième point, la Tunisie est le seul État arabe à avoir vécu, subi, je ne sais pas comment l'appeler, le printemps arabe, à s'en être à peu près sorti. Je veux dire par là, attention, s'en être sorti, c'est-à-dire que on a aujourd'hui, la jeunesse tunisienne, pour une partie en tout cas importante de ses membres, se sent trahie, parce que les libertés toutes les libertés ne sont pas au rendez-vous de 2011, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis alors, sur le plan social, je vous laisse imaginer aujourd'hui à quoi correspond la situation en Tunisie, qui est pire qu'il y a 10 ans. Bon. Néanmoins, ça a quand même le pouvoir d'être constitutionnellement plus démocratique que naguère, pas très très difficile, mais il est plus qu'ailleurs dans le monde arabe, avec une trois quarts exception qui est le Maroc. Le Maroc progresse aussi vers la démocratie, entre autres points d'ailleurs positifs. Mais enfin, sur l'ensemble du reste du monde arabe, à commencer par la Libye, on a affaire à du chaos. Et donc, de ce point de vue-là, l'actuel président dit, mais attendez, vous nous avez soutenus, vous avez voulu ce printemps, vous avez soutenu. Beaucoup de vous autres démocrates et dans les opinions publiques occidentales et européennes et françaises en particulier, vous avez espéré que nous fassions cette révolution. Nous l'avons faite. Maintenant, aidez-nous. À la fois sur le plan socio-économique, ce qu'on fait pratiquement pas avec la Tunisie, malheureusement, et aidez-nous sur le plan politique à empêcher les islamistes de revenir au pouvoir. Alors, de deux choses l'une, soit on est des vrais démocrates et on dit, écoutez, on n'y touche pas après tout, si les islamistes arrivent au pouvoir dans les urnes, écoutez, tant pis, c'est ça la démocratie, façon Obama en Égypte en 2012. Et si on est, je vais oser un terme très fort, si on est plus républicain que démocrate, ou gaullistes que démocrates, disons, on leur dit, bon, écoutez, on va vous aider. Mais attention, vous faites vraiment gaffe, vos islamistes. Finalement, comme on l'a un peu fait avec l'Algérie, on a soutenu l'Algérie pendant la guerre civile des années, l'État algérien, les généraux. Oui, mais on n'est pas dans l'État de l'Algérie des années 90. Non, c'est vrai. En revanche, sur le plan socio-économique, c'est toujours pareil. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous aurez d'autres pauvres, je le mets entre guillemets, boisizi. Je comprends. Et je pense que là, on est vraiment, alors j'aime pas ce terme, il est galvaudé, mais on est à la croisée des chemins, c'est-à-dire que 10 ans après le printemps arabe, qui est né quand même en Tunisie, je pense que l'Union européenne serait bien inspirée, avec à sa tête la France, parce que la Tunisie est extrêmement proche, et on est toujours, y compris sur le plan économique et culturel, extrêmement proche de la Tunisie, il faudrait trouver quand même de quoi soutenir ce pays, moyennant quoi l'actuel président promettrait bien évidemment des scrutins sincères et transparents selon la formule consacrée. Et il en est capable ? Je le pense. Voilà, c'est ça. C'est tout l'enjeu. Non, mais c'est tout l'enjeu. J'ajoute une phrase. Je le pense et notamment parce que la Tunisie est un cas un petit peu à part dans la plupart des États, des 22 États de la Ligue arabe. L'armée y est traditionnellement discrète. Non, je ne dirais pas faible, mais discrète. C'est la police, en fait, qui est plus importante en Tunisie. Regardez ce qui se passe en Algérie. Où l'Algérie, c'est le paradigme de ça, ou en Égypte, où l'armée est prévaricatrice, où l'armée domine depuis des décennies sans partage. Ouais. Ce n'est pas le cas en Tunisie. Laurence, un mot là-dessus ? Non, rien du tout. Alors, Israël, mais rapidement, parce que, et puis on va avoir le temps peut-être de dire un mot, mais parce que la dernière fois qu'on s'était parlé, Frédéric, j'avais été en fait déstabilisé, je dois le dire, mais tu avais évidemment raison. Parce que tu m'avais dit sur les Palestiniens en disant mais tout ça c'est fini, tout le monde s'en fout des Palestiniens, c'est plus un sujet, c'est plus un sujet diplomatique. C'est-à-dire qu'il y avait un conflit, il a été relégué au simple rang de contentieux. Il se trouve qu'il y a eu, alors je sais pas si un coupe arabe au Qatar pour préparer la Coupe du Monde de football, et j'étais frappé, je regardais ça et j'étais frappé de voir des drapeaux palestiniens, mais plein les tribunes. Et j'ai vu cette phrase. Le conflit israélo-palestinien a disparu des agendas diplomatiques, mais pas de l'agenda émotionnel des peuples. La phrase m'a plu. Tu crois vraiment qu'il est derrière nous, ce conflit, et qu'il ne peut pas ressurgir justement, derrière nous au niveau international, évidemment pas derrière ceux qui sont concernés au premier chef, les Israéliens palestiniens, et qui ne peut pas ressurgir soudainement. Mais bien sûr qu'il va ressurgir. Mais certainement pas sur la base d'une émotion, je mets ça entre guillemets parce que c'est un terme géopolitiquement parfaitement foireux. L'émotion, ça veut rien dire. Il y a des représentations, bien évidemment, mais regardez ce qui s'est passé il y a quelques mois avec les accords d'Abraham. Il y a eu des manifestations au Maroc, à Bahreïn, aux Émirats Arabes Unis et au Soudan. Faut être sérieux, pas une manifestation. Les gens s'intéressent d'abord à leur propre sort dans tous ces États et dans tous les autres États de la Ligue arabe. Mais qu'est-ce qu'ils foutent avec des drapeaux palestiniens dans les stades de foot où il n'y a pas le début du commencement d'une équipe palestinienne ou israélienne ? Mais c'est-à-dire que, ce qui est dommage,
davantage d'ailleurs, mais c'est-à-dire que le Qatar c'est-à-dire que le Qatar est quand même en pointe dans le soutien, non pas à la cause palestinienne, mais en particulier au Hamas. Comme d'ailleurs le Qatar est en pointe dans le soutien aux frères musulmans, les fameux Ikhwan, confrérie fanatique créée en 28 et qui a pourri une grande partie du monde arabe, du monde musulman et une grande partie de nos banlieues en Occident. Bon, alors moi, je ne jurerais pas que les drapeaux distribués généreusement par l'État du Qatar, il compte, je le rappelle, 300 000 citoyens locaux en comptant les enfants, qui sont très nombreux. Je ne jurerais pas que ça, c'est l'illustration d'une émotion extraordinaire dans le monde arabe. Tu as raison. Ils jouent avec le feu, les Qataris, non ? Ils jouent avec ce qu'ils ont. Ils ont pratiquement rien. Quand on est dans l'incapacité géographique, démographique de peser comme grande puissance, on crée Al Jazeera pour casser systématiquement tout ce qui existe dans le reste du monde arabe. Je pense que le printemps arabe a été l'une des conséquences, pas la seule, l'une des conséquences du caractère très toxique à ce niveau-là d'Al Jazeera. Et puis, on joue sur ceux qui énervent tout le monde, c'est-à-dire les frères musulmans. Et on est complaisant avec les islamistes radicaux. Puis on organise une Coupe du Monde de foot. Alors, je ne suis pas spécialiste, mais il vous aura quand même pas échappé qu'il y a des débats extrêmement importants, j'emploie là une litote, sur la légitimité de la prise, des conditions plus ou moins, et plutôt moins que plus, légitimes de la prise de décision d'organiser là-bas dans des conditions évidemment climatiques parfaitement favorables du Qatar. L'hiver où il fait quand même 25 degrés. On ramène au gaz, qui est le sujet dont on n'a pas parlé avec Nord Stream 2. Première nappe au monde sur laquelle est sise le Qatar. Voilà. Qui nous ramène au gaz. Tu veux dire un mot sur Nord Stream 2 ? C'est-à-dire que la coalition allemande, mais il nous reste une minute, la coalition allemande ne sait plus trop quoi en faire, quoi. On va le dire comme ça. Non, c'est pas vrai, parce que Scholz, le nouveau chancelier, est un ancien collaborateur très proche de Schröder qui siège chez Gazprom, et que le président Walter Mayer est également un ancien collaborateur de Schröder, très proche de... Oui. Donc, il y a cher Laurent, il a les Verts dans sa coalition, monsieur Scholz. Oui, il a les Verts dans sa coalition, mais ils sont quand même encore... Ils ont besoin de ce gaz. Les Allemands ont besoin du gaz pour se chauffer, donc... Surtout s'ils arrêtent le charbon. S'ils décident enfin d'arrêter le charbon. Voilà, ils ont besoin du gaz. Donc, ils auront besoin de Nord Stream 2. Merci infiniment. À bientôt, j'espère. Et on se retrouve, nous, demain pour Bismart.